Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu Forgotten Depths. Je vais faire une introduction qui va être un petit peu longue, mais pour expliquer le contenu de cette vidéo qui va être quelque chose entre la revue et la présentation. Quand je fais la revue d'un jeu, généralement c'est que j'ai bien fumé le jeu et que je peux donner un avis, on va dire, assez exhaustif du jeu et puis parler des différentes mécaniques. Quand je fais une présentation, c'est quelque chose d'un petit peu plus superficiel. C'est une première entrée en matière, un premier contact en fait avec le jeu. Ce jeu, j'ai fait plusieurs parties, donc je pense que je peux donner un avis. Je donnerai peut-être un avis d'ailleurs. Enfin, je pense que je donnerai un avis sur ce jeu-là. Mais la raison principale qui me motive à faire cette vidéo, elle est ailleurs. Je vais donner un feedback, c'est pour ça que je vais quand même en fait préfixer cette revue, enfin cette vidéo par le terme revue plutôt que présentation. Je vais donner un feedback sur des éléments qui sont un petit peu transverses, c'est-à-dire que je vais parler de la boîte de jeu, du matériel en fait. C'est surtout ça en fait qui m'a motivé à faire cette vidéo-là. Et cette motivation, je l'ai eu au moment où j'ai reçu ce jeu-là, parce que ce jeu-là, moi je l'ai backé sur Kickstarter et il est disponible en boutique. Je l'ai backé sur Kickstarter et je l'ai reçu, je ne me rappelle plus, peut-être au printemps de cette année ou un truc comme ça. Et il est sorti en boutique quelques semaines ou quelques mois plus tard, peut-être en été, l'été de cette année, donc été 2022. Je pense que c'est un jeu qui est très difficile à obtenir, parce qu'à mon avis, il n'y a pas il y a pas beaucoup de tirages qui a dû être produits, mais j'avais regardé il n'y a pas très longtemps, il était encore disponible dans certaines boutiques. Et puis il y aura un reprint en fait, qui va, avec des extensions qui va arriver, je crois. Il y a, en tout cas, il y a une annonce qui a été faite dans ce sens-là, donc bon, il y aura peut-être des opportunités de l'acheter. Néanmoins, je préfère vous avertir tout de suite, en fait, ce jeu, quand bien même que j'ai, quand bien même j'ai un avis plutôt positif sur ce jeu-là, euh, une fois que vous aurez écouté ce que je vais vous donner dans mon feedback concernant justement ces éléments qui sont un petit peu transversaux, sans parler des qualités intrinsèques du jeu, je pense que ça va vite freiner les personnes qui seraient potentiellement intéressées. Donc là, je vais vous parler d'un jeu, j'ai envie de dire tout de suite, que vous allez probablement ne pas acheter en fait. Voilà. Bon, néanmoins, j'étais quand même motivé par faire cette vidéo-là et vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais faire, c'est pas ce que je fais classiquement dans une revue. Je vais faire une expli partie de ce jeu, donc à part, je vais continuer en fait ma vidéo, puis je couperai ça, ou soit je ferai deux vidéos, je sais pas, je vais continuer en fait moi je vais directement donner mon feedback un petit peu sur ce jeu-là, et je pense que je vais filmer une expli partie à part, et je posterai l'expli partie plutôt que de détailler en fait un petit peu les mécaniques comme je le fais dans une revue. Voilà. Et puis, donc il y aura l'expli partie, soit dans une seule vidéo, soit en deux vidéos, et puis il y aura après le feedback en fait, mais qui sera pas seulement sur le jeu, mais sur des éléments un petit peu, voilà, concernant la boîte, le matériel. Moi, pourquoi j'ai été très surpris en recevant ce jeu, pourquoi j'ai été encore plus surpris au moment où j'ai vu sa sortie en boutique, et puis ben là, il y a un certain nombre de jeux ici que j'ai à côté, que, que j'ai envie de mettre, que j'ai envie de confronter un petit peu justement à la réception de ce jeu-là, en fait, en termes de matériel, en termes d'emballage, en fait. Voilà. Alors, je vais faire une petite partie d'explication pour montrer un petit peu comment le jeu tourne, juste quelques phases de jeu. Et puis avant ça, ben, je vais décrire un petit peu le jeu globalement. Donc là, j'ai fait la mise en place. Je vais parler de la mise en place aussi avant de commencer. Donc Forgotten Depths, c'est un jeu qui est un jeu d'exploration de donjons. Un jeu d'exploration de donjons, pas dans le sens dungeon crawler comme un gros Descent ou ce genre de jeu. C'est un jeu qui esthétiquement rappelle plus des jeux comme Dungeon Quest. C'est un très vieux jeu qui a été édité par FFG, je crois, sous licence Game Workshop. Un truc très rétro, ou bien peut-être plus récent, esthétiquement un Subterra ou des choses comme ça, voilà. Donc on va poser des tuiles pour constituer un petit peu son aire de jeu, qui va être un donjon qu'on va explorer. Et en fait, mécaniquement, il y a de l'exploration de donjons, mais il y a
un côté puzzle, pose de tuiles, comme on peut le voir sur des jeux comme Isle of Sky ou bien comme Carcassonne par exemple. Voilà. Ça peut paraître bizarre de mêler en fait exploration de donjons et puis les jeux que je viens de citer, mais vous allez comprendre en fait pourquoi. Donc voilà, c'est un jeu qui a des concepts qui sont déjà connus, puis qui les combine de façon assez sympathique. Le jeu, il est essentiellement constitué de cartes. En termes de mise en place, ben, moi j'ai choisi un héros ou une héroïne, on va dire, c'est le guerrier ou la guerrière, c'est Bren. Je lui ai mis 3 petits tokens ici, c'est des clés, ça va me permettre de débloquer des zones. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est lui mettre les points de santé de base, il en a une 30aine. Donc là, il y a des jetons que je vais mettre de côté, d'accord, pas besoin que je les garde ici. Donc il a, au niveau 1, il a 30 points de vie. Il a son deck d'action ici. Ça, c'est 2 cartes pouvoir qui font partie de son deck d'action. Donc ça, c'est pour combattre. Là, il y a des tokens. Je vais les mettre de côté pour libérer de la place. D'autres choses que je vais mettre de côté. Chaque héros a des cartes, objets, trésors qu'il va pouvoir gagner pour s'équiper, pour devenir meilleur. Il a des habilités qu'il va pouvoir gagner, typiquement quand on passe de niveau pour pouvoir devenir meilleur. Et puis, il a également des cartes d'action qui sont le même genre de cartes qu'on a ici. Ah bah tiens, je me suis trompé là en fait. C'est plutôt celle-là. Voilà, elles ont un petit symbole coffre qui va pouvoir en fait incorporer dans son deck pour améliorer son deck. Donc je vais les mettre de côté. Et puis ça, c'est ces vraies cartes d'action. Je vais les mettre là. Donc elles ont le même dos forcément parce qu'on améliore notre deck en fait, notre deck d'action pour combattre. Voilà. Donc j'ai mis de côté les cartes qui servent à améliorer mon personnage guerrier, histoire de faire de la place. Donc on a la piste de points de vie qui sert à compter les points de vie, comme je disais, du héros, mais également si jamais on prend plusieurs héros, de tous les héros ou des monstres, tout se gère là-dessus. Ça c'est les tuiles, comme celle-là, qui vont nous servir à constituer un petit peu notre donjon. Ça c'est les cartes d'action de monstres pour les combats, c'est la même chose que les nôtres. Donc il y a des cartes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Donc j'ai fait une grosse pile ici. Ça, c'est des cartes de rencontre de lieux légendaires. Puis ça, c'est d'autres cartes de rencontre. Alors on a ici des monstres. Ici, je vais appeler ça des curiosités, d'accord, avec le petit œil. Et puis ça, c'est le boss de fin de niveau. On va en affronter un par écologie, un par biome. C'est-à-dire que ça, c'est la mise en place du premier niveau, donc du premier environnement, du premier biome, qu'on appelle les ruines. Mais après, il y a d'autres cartes, en fait, pour explorer d'autres environnements qui sont... je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle les grottes, au niveau 2, avec des zones où il y a de l'eau. Et puis au niveau 3, on a encore un autre environnement, qui est les ruines souterraines, les ruines archéologiques. J'ai oublié un petit peu, je ne me rappelle plus du nom exact aussi. Voilà. Et donc chaque environnement a ses tuiles, a ses cartes de rencontre, a ses boss, a ses monstres, etc. Voilà. Donc dans ce jeu-là, il y a 2 phases principales, qui sont la phase d'exploration et puis la phase de rencontre. Mais ce n'est pas des phases qui s'enchaînent de façon alternative, de façon stricte. On peut faire autant de phases d'exploration que l'on veut, et puis à un moment décider de faire des rencontres. Pour autant que mécaniquement ce soit possible, il n'y ait pas un blocage au niveau du jeu. D'accord ? Pour gagner le jeu, il faut parcourir les 3 environnements, c'est-à-dire là, aller jusqu'au bout des ruines. Et puis ici, parmi les dernières tuiles, il y a une tuile particulière qui est un escalier pour descendre en fait au niveau suivant, avec avant cette icône-là, c'est-à-dire qu'il va falloir tuer le boss de fin de niveau avant de descendre au niveau suivant. Donc on fait ça sur le premier environnement, on fait ça sur le deuxième environnement, il faut essayer forcément de s'améliorer, de trouver de l'équipement. Et puis on fait ça sur le troisième environnement, puis quand on a tué le boss final du troisième environnement, qui est une rencontre particulière en fait, avec des cartes particulières, là on a gagné le jeu. Comment est-ce qu'on perd le jeu ? On perd le jeu si notre héros meurt, quand on n'en joue qu'un seul. Si on joue à plusieurs héros, si un des héros meurt, on perd la partie. Ou bien si on ne peut plus poser de tuiles
de tuiles de donjon, de tuiles d'exploration, voilà, de cartes. Si on est bloqué en fait parce qu'on n'a pas bien agendé en fait notre donjon, là on perd également la partie. Du coup, je vais y aller et puis on va le reste, je vous l'expliquerai au fur et à mesure comme les combats, etc. Donc phase d'exploration, là pour l'instant j'ai pas de rencontre à faire, donc là j'ai une lanterne. La lanterne, elle symbolise pas seulement ma position, elle symbolise en fait toute l'aire que je peux explorer en fait, qui sera délimitée par des chemins et des rencontres bloquantes. Je vais expliquer ça. Donc la première tuile qu'on pose, c'est la tuile d'entrée. Donc là j'ai ma lanterne qui détermine en fait la zone que je peux explorer. Je prends une tuile, c'est celle-ci. Donc là il y a une rencontre en fait dans une impasse. Curiosité, mais il y a souvent des traquenards, donc pour l'instant ça m'intéresse pas trop, donc je pourrais la placer par exemple comme ça. Voilà, donc je décide encore de faire une phase d'exploration. Donc là j'ai un coude. Alors ça, quand il y a des nœuds comme ça, c'est très intéressant parce que ça permet en fait de faire les rencontres légendaires. Là on peut voir, il y a des cartes de niveau 1 où il faut avoir juste un seul nœud qui est là. Il faut en avoir au moins 2 de complétés en ligne. Et puis pour le niveau 3, il faut en avoir, bon je vais montrer celle-là parce qu'elle est plus proche de moi. Il faut en avoir 3, enfin 1, 2, 3, mais en forme de L. Et puis le niveau 4, c'est encore plus compliqué. Voilà. Du coup, je vais placer ça. Alors, j'ai potentiellement en fait des axes de sortie ici, mais ça risque d'être un peu compliqué, donc je vais placer ça comme ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais me débloquer cet accès-là tout de suite, parce que de toute façon, là, les nœuds, ça m'intéresse, en utilisant une clé. Donc voilà, là, je me débloque cet accès-là. Ça me fait potentiellement des endroits où je peux poser des tuiles ici, ici, ou bien là, voilà. Donc là, j'ai utilisé une de mes clés. Il faut savoir que pendant la phase d'exploration, comme on va gagner de l'expérience en tuant des monstres et des choses comme ça, l'expérience c'est un pot commun. On peut acheter avec des points d'expérience des nouvelles clés. Donc c'est parmi les tokens qui se trouvent ici, des petits tokens comme ça. Et on peut également se soigner pendant cette phase d'exploration. Donc là, j'ai aucun intérêt d'acheter des clés pour l'instant. Il m'en reste encore 2. Je pourrais à la limite même déjà débloquer ça, mais bon, comme j'essaye ça pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire. Donc je continue mon exploration. Donc là, j'ai un couloir. Alors là, comme il y a 3 petits points, il y a une zone où il y a un monstre qui mène à un raccourci. Je vais le mettre comme ça. Je pourrais le mettre ici aussi, mais là, j'ai pas envie de me bloquer potentiellement la pose d'une tuile avec une frontière, là, où il n'y aurait pas de couloir. Donc je vais le mettre là. Et puis comme il y a 3 petits points ici, le monstre il est dans une autre zone, donc quand je vais ici, je ne suis pas obligé de le combattre. Voilà. Donc je ne déplace pas ma tuile, pour l'instant, j'ai accès à tout ça, à tout ça, à tout ça, mais pas à ça en fait. Voilà. Donc là, je ne déplace pas ma lanterne, je voulais dire. La lanterne, elle symbolise toutes les zones que j'ai accessibles. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Ça va me permettre de faire une grosse liaison. Je vais le mettre comme ça. Donc là, j'ai déjà un premier nœud qui est fait. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si jamais je peux augmenter le niveau, là, voilà, comme ça. Donc là, je pourrais très très bien décider de faire cette rencontre légendaire, là. Mais comme j'ai un coup d'ici, je vais peut-être me réserver pour faire peut-être même une rencontre de niveau 3, si je suis très ambitieux. Donc dans ce jeu-là, il y a un côté push your luck. Quand on pose les tuiles, quand on essaye en fait de combiner les tuiles pour faire des nœuds, avoir des rencontres légendaires, parce que les rencontres légendaires, c'est de l'expérience en plus, des objets en plus, ou bien des effets positifs en plus. Donc on a tout intérêt en fait à maximiser les poses des tuiles pour faire des rencontres légendaires. Et si jamais je fais une rencontre légendaire de niveau 1, après je ne pourrais pas en faire d'autres de niveau 1. Il y en a 3 possibles de niveau 1, il y en a 3 possibles de niveau 2, 3 possibles de niveau 3 et une possible de niveau 4. Donc on peut essayer de se dire que on essaie de faire des rencontres de niveau 1 ou 2, c'est plus facile, ou bien essayer de pousser notre chance pour faire peut-être une de niveau 3, et puis une de niveau 2, ou une de niveau 3 et une de niveau 1. Voilà, c'est à voir en fonction également du tirage des tuiles. Donc je vais le mettre là, en me disant que je vais peut-être pouvoir faire une super rencontre légendaire ici. Alors, ça c'est une salle avec un petit raccourci ici, donc ça potentiellement si je le mettais comme ça, alors
Si j'avais fait par exemple la rencontre avec le monstre ici, ce qui n'est pas le cas, je pourrais mettre ça comme ça, parce qu'en fait cette tuile elle sera accessible à travers le raccourci. Donc je pourrais venir avec le raccourci, puis venir ici. Là, comme j'ai pas tué le monstre, je peux pas faire ça comme ça. Je peux pas la mettre comme ça ici, parce que j'ai pas ouvert là. Je pourrais la mettre comme ça, mais c'est une contrainte ici. Donc j'ai pas envie d'avoir cette contrainte, donc du coup je vais la mettre comme ça. Et puis là maintenant, bah, j'ai un coffre qui va me permettre de gagner quelque chose ici. Et puis j'ai encore un monstre. C'est un petit peu... Non, en fait, c'est même pas risqué d'aller faire un monstre, j'ai toute ma vie. Je sais pas pourquoi je réfléchis, je me disais que c'était risqué. Donc, si je veux prendre le coffre, il faut d'abord que j'aille faire le monstre. Et puis, bah, c'est ce que je vais faire, comme ça va permettre de faire une rencontre combat. J'hésite. Je vais peut-être débloquer ça, en fait, parce que là, mine de rien, je vais débloquer ça avant. Pourquoi je débloque ça? Parce que... Quoique non, en fait, j'ai toujours ça ici. Non, j'ai pas besoin. Parce que là, il faut savoir que j'ai pas envie de gâcher ça avec des tuiles. Mais comme potentiellement, comme endroit où je pourrais poser, il y a ça, ici je peux pas. Ça, mais attention, là peut-être que la tuile que je pioche, ce sera pas possible, mais j'ai toujours ça. Donc à la limite, je pourrais piocher encore une tuile. Et puis me dire que je fais une rencontre. Je vais faire ça. J'ai pioché encore une tuile. Je ne suis pas encore sûr d'aller là. Je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'ai ça. Alors ça, je pourrais le mettre comme ça. Ce serait pas mal. Je pourrais aussi décider de le mettre là. Ça peut être... Je vais le mettre là, en fait. Tant qu'à faire, je le mets là. Ou alors là, même. Ouais, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Bon, ça me fait plusieurs passages, là. Je vais le mettre ici. Donc là, on va dire que là, si je le mettais là, j'étais parti pour faire quelque chose de ce style. D'accord? Ce qui est... Ce qui est pas déconnant, en fait. Hein. Donc je vais faire ça. Et puis je vais toujours pas gâcher... Je vais toujours pas gâcher ça, en fait, je pense. Allez, je vais aller combattre le monstre. En fait, qu'est-ce que j'espérais faire? J'espérais potentiellement ici tirer un truc un petit peu plus simple qui me permettrait déjà de faire peut-être une rencontre de niveau 1 avant d'aller faire le monstre et puis tout en m'économisant ça. Mais bon, là, je suis dans une partie explicative, donc tant pis. Je vais aller faire le monstre. Alors, je peux placer la lanterne ici pour montrer que je fais le monstre, hein, mais c'est pas indispensable parce que comme j'ai dit, la lanterne, en fait, elle montre toute la région qui est accessible. C'est ça qui est important. Donc, pardon, le monstre, c'est là. Donc, le monstre, je pioche un monstre. Et puis, je vais vous montrer comment on combat ça. Donc, c'est... Alors, le jeu est en anglais. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais il y a très peu de texte, en fait. C'est un Shrieking Black Shroud. Bon, c'est une sorte de Casper, là. C'est un fantôme, un bout de tissu. Ça ne devrait pas être trop dur à tuer. Alors, il a un pouvoir aussi qui peut déclencher, si jamais il tire comme ça, comme moi. Donc, il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que chaque héros a une capacité de blocage, je vais expliquer ça pendant le combat, et une capacité de... un pouvoir en fait particulier. Et les monstres ont souvent aussi des pouvoirs particuliers. Donc celui du guerrier, son pouvoir particulier, c'est que... je m'en rappelle plus déjà, c'est After Actions qui are played. Ouais, ça permet de repositionner mes cartes. Ok, c'est pas mal. Donc c'est bien que j'ai relu, je m'en rappelais plus. Je l'ai déjà joué le guerrier, mais je m'en rappelais plus. Donc, je vais le mettre ici pour l'instant, ce monstre. Il rapporte un point d'expérience. Donc comme je suis seul, il a 9 points de vie. Donc je vais mettre ça sur 9. Et puis ben c'est parti pour la baston. Donc je tire jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc comme j'en avais pas, je tire 3 cartes.
j'ai ça, et puis je vais tout de suite essayer de lui mettre sa misère, comme ça on se pose pas de questions. Là, il y a un 7 et un 8. Si j'arrive à gagner la baston, il lui resterait potentiellement que 1 ou 2 points de vie. Je vais mettre, allez, je vais mettre le 8 et je vais mettre le 7. Voilà. Après ça, on tire des cartes monstres. Je vais rebrasser un petit peu ça. On tire des cartes action pour le monstre. Donc je vais en tirer 2. Je vais les opposer. Alors bon, lui, il a vraiment pas eu de chance par contre. Pour le coup, si j'avais mis le 3, ça aurait été pas mal. Pour m'économiser une carte forte. Donc comment ça se passe? On oppose simplement les valeurs. Si à un moment, il y a des valeurs qui sont égales, c'est un blocage et je peux toujours décider de bloquer. Même si en fait, l'autre carte, c'est le monstre qui est plus fort ou moi qui est plus fort. Peu importe. Sinon, si le monstre a au moins l'avantage sur une des paires, soit celle-là, c'est lui qui met des coups. Et si c'est moi qui ai l'avantage, c'est moi qui mets des coups. Comme c'est moi qui ai l'avantage, sur les deux, je peux choisir laquelle des paires j'utilise en fait. Alors, le nombre de coups qu'on met, c'est la valeur qui est ici. Donc si jamais je choisis cette paire, je lui fais 8 points de dégâts. Si je choisis cette paire, je lui fais 7 points de dégâts. Par contre, chaque fois, je me prends une contre-attaque. Et c'est la différence. Ça peut paraître contre-intuitif parce que c'est bizarre. Là, il a fait peu. Alors, si jamais il aurait fait beaucoup, bah, je me serais pris moins de points de contre-attaque. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai intérêt de choisir cette paire-là, je pense, parce qu'il lui restera 2 points de dégâts. 2 points de vie, pardon. Et puis en 2 points de vie, je pense que je peux le tuer assez facilement. Et puis là, je vais me prendre 5 points de contre-attaque. Puis là, je m'en prendrai 6. Donc je préfère privilégier le fait de prendre un peu moins de contre-attaque. Voilà, donc je lui fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lui reste 2 points de vie. Puis moi, je me prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez violent en termes de contre-attaque, ce que je me suis pris. Voilà. Hop. Et hop. Donc ça va dans la défausse. Ça va dans ma défausse. Normalement, c'est là. Donc je peux repiocher. Donc je vais repiocher jusqu'à avoir 2 cartes. Voilà. Donc là, pour la partie, pareil, je vais essayer d'aller au plus vite. Je vais mettre un 6 et un 4. Le monstre, il a un 4. Donc là, c'est moi qui ai l'avantage. Ah, il a un pouvoir. Donc il va me déclencher son pouvoir. Et son pouvoir, c'est quoi? Sustain Wall. Non, Sustain Whale. Donc tous les héros jouent une carte au round prochain. Voilà. Donc tous les héros vont jouer une carte au round prochain. Donc ça veut dire que moi, je ne pourrais pas tirer 2 cartes. J'aurais qu'une carte. Donc je serais en désavantage par rapport au monstre qui pourra utiliser la meilleure de ses combinaisons face à ma carte. Et puis la deuxième, c'est ça. Donc là, j'ai encore du bol, parce que j'ai gagné. Donc là, je lui fais 4 points de dégâts et je m'en prends 1, si je choisis ça. Et puis si je choisis ça, je lui fais 6 points de dégâts et je m'en prends 2. Donc j'aurais plutôt tendance à choisir ça, parce que de toute façon, ça c'est suffisant pour le tuer, puis je me prends que 1 point de dégâts. Donc normalement, ce serait cette paire la plus intéressante. Mais de toute façon, quand on tue un monstre, on ne se prend pas de contre-attaque. Donc peu importe la perte que je choisis, je le tue. Et je ne me prends pas de contre-attaque. Donc que je prenne celle-là ou celle-là, il est mort. Et ben moi, je ne me prends pas de contre-attaque. Voilà. Hop. Et ça, les cartes, c'est vrai que si jamais vous avez un playmat, pour les ramasser, c'est quand même plus pratique. Je vais mettre ça dans ma défausse. Je vais retourner ça. Je vais mettre ça dans ma défausse. Et puis moi, il me restait une carte qui était celle-là. Donc celle-là, je vais la garder en main. Je vais la mettre là pour l'instant. Alors là, je vais redézoomer. Je vais la mettre à côté. Celle-là, je la garde en main. Par contre, pour les monstres, on reconstitue le deck action en fait pour le prochain combat. Donc là, j'ai tué le monstre. Je peux mettre un pion comme celui-là ici. Et puis ben là, je vais aller prendre le trésor. Alors le trésor, je tire une carte. Où est-ce que j'ai mis le paquet? Je l'avais mis là. Donc je tire une carte ici. Et puis, qu'est-ce que je trouve?
je trouve un collier d'améthyste. Avec un sertissage en or. Donc, ah oui, alors le monstre, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Attendez, ça, donc il faudra que je remélange. Le monstre, quand on l'a tué, il y a une petite valeur ici, c'est un petit 1 dans un cercle jaune. Ça, c'est l'expérience que ça rapporte. Je vais mettre ça là, c'est un pot commun en fait, l'expérience. Donc elle nous sert soit à nous soigner, et puis chaque biome a une carte de référence qui dit combien ça coûte de se soigner. Pareil, les clés, combien ça coûte? En fait, c'est 2 points d'expérience pour acheter une clé, 1 point d'expérience pour un point de vie, en fait. Par héros. Pas pour chaque. Donc là, je suis en train de lire la description pour vous faire la traduction. Donc si jamais je fais des coups en combat, donc si je gagne un round, je vais pouvoir placer une charge ici, donc ce sera un petit carré blanc. Mais le max que je peux mettre, c'est 1. Donc une charge. Et puis à un moment, je peux dépenser en fait cette charge-là. D'accord. Une fois qu'on a placé les cartes actions de monstre, je peux utiliser une charge en fait pour remplacer une des cartes actions de monstre par une autre. Voilà, ça me permet de tirer une nouvelle carte pour remplacer un résultat. Donc imaginez que moi j'ai 2 cartes, le monstre il a 2 cartes et puis il y en a une où je le bats, l'autre il me bat et de beaucoup, je pourrais décider de dépenser cette charge là puis de lui faire retirer une carte action, ça peut être sympa, ça m'évite de prendre beaucoup de dégâts et ça me permet peut-être éventuellement, si jamais j'ai déjà une paire gagnante, de gagner le combat. Donc je vais mettre ça là, ça peut toujours être utile. Et puis, je vais continuer à tirer des... Donc, du coup... Alors ça ressemble aux clés, mais en fait, c'est un cercle avec une barre. Je vais le mettre là. Donc là, je suis toujours dans cet espace-là, en fait. Là, j'ai tout ça qui est disponible. Peu importe que je mette ma lanterne ici ou ici, c'est pas important. Donc, je continue de tirer. Alors, ça... Alors j'ai plusieurs possibilités pour le mettre. Je pourrais le mettre là, et là je me dirais, super, j'ai déjà fait en fait, ça me permet de faire une super rencontre. Ou alors je pourrais le mettre là, ou je pourrais le mettre comme ça. Si je veux éviter ça. Bon, si jamais j'ai envie de profiter de ça, j'aurais intérêt à le mettre là. J'aurais bien voulu avoir une impasse en fait ici. Parce que je connais déjà un peu le jeu. Je vais le mettre ici en fait. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici en espérant que j'arrive à potentiellement avoir une impasse là et puis un couloir simple ici. Ça, ce serait l'idéal. Alors attendez, merde, je viens de voir le truc que j'ai pioché. Alors, désolé, j'ai vu la carte que j'ai piochée. Je vous propose de revenir en arrière parce que c'est une expli partie. Et mon but, c'est de vous expliquer un petit peu des choses simples, pas forcément de jouer pour la gagne. Je vais faire un truc. On va dire que ça aurait peut-être été plus malin de le mettre là, mais je vais faire un truc, c'est je vais le mettre là. D'accord? Je vais être greedy comme je pensais le faire. Par contre, ce que je vais faire, au vu de la carte qui vient, j'ai envie de poser la carte qui vient ici, en fait. Voilà, c'est pour ça. On va dire que j'ai posé cette carte-là, je reviens en arrière, et puis je décide de faire cette rencontre-là. Pour pouvoir en fait poser cette carte-là, il faut que je débloque ça, parce que les curiosités et les monstres, c'est des rencontres qui sont bloquantes. Ça veut dire que quand je pose ça, j'ai pas accès à ça, en fait. Ah si! C'est faux, j'ai accès, mais par là. Non, non, j'ai rien dit. Je n'ai même pas besoin de revenir en arrière. Je peux très très bien faire ça. Et en fait... Ah non, non, parce que c'est... Non, c'est une impasse. Non, il faut que je fasse ce que j'ai dit. Pardon, excusez-moi, j'avais même pas vu la carte. Donc, je vais poser ça, puis je vais faire cette rencontre-là. Comme ça permet de faire un exemple de rencontre de curiosité. Ça, c'est une carte bloquante, d'accord? On va dire que je reviens en arrière, c'est pour la partie. C'est pas grave. C'est pour l'explication.
Donc je mettrai ça après. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer une carte comme ça. Et puis ben, je vais résoudre. Donc ça, c'est un buffle. C'est un hôtel en fait. Un hôtel en acier qui a la forme d'un buffle. Et il y a une odeur d'encens, donc, qui est assez intense. Et la statue de buffle, elle semble me toiser du regard, on va dire. Donc, je dois tirer 2 cartes. Je dois faire un test. Alors les tests, ça se fait avec ces cartes-là. Donc je tire 2 cartes. La première, la deuxième. Et je dois faire, si je suis tout seul, au moins 10 ou égal. Ben là, j'ai fait pile 10, donc ça marche très bien. Super. Et puis, si jamais j'aurais perdu des points de vie, si j'avais pas réussi le test. Et comme j'ai réussi, et ben ça, c'est un truc que je vais pouvoir garder potentiellement. Et le prochain combat que je fais, chaque carte action que je vais jouer va gagner plus 1. Voilà, donc c'est un petit bonus pour le prochain combat, ça. Donc je me garde le buffle ici, dans un coin. Et puis ben, je tire là, j'ai débloqué ce passage-là, donc maintenant j'ai accès à tout ça. Et je tire la prochaine carte, qui est celle-là. Et là, on va dire, c'est l'idéal, voilà. On va dire que j'ai été super prévoyant. Du coup, je vais faire une rencontre légendaire de niveau 1 pour montrer comment ça fonctionne, une rencontre légendaire de niveau 1. Alors, j'étais juste en train de penser, ça, j'ai pas encore le point d'expérience en fait, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais quand même le mettre là, d'accord, comme ça on voit qu'il est là, puis ça me fera 2 points d'expérience. Donc, je vais faire une rencontre de légendaire de niveau 1, comme ça on va voir à quoi ça ressemble les rencontres légendaires. Donc, à ce moment-là, j'ai 3 possibilités. Donc je vais tirer, donc ça il faut le mélanger, je tire la première, et puis on va voir ce qui se passe. Donc la première, elle montre quoi? Alors celle-là, je l'avais déjà eue, je sais ce que c'est. C'est une ouverture en fait sur le mur, en fait, un moyen, une ouverture qui donne sur l'extérieur. Et puis il y a un courant d'air frais donc, qui s'engouffre en fait dans le mur. Et ici en fait on a l'expérience que ça va nous donner, cette carte-là, mais en plus on a un C, ça veut dire qu'en fait il faut prendre le paquet C ici. Donc je vais le poser là. Et puis je vais peut-être zoomer un petit peu, parce que ça fait un diorama. Donc là, à ce moment-là, il faut poser cette carte-là ici. Donc là, en fait, on voit qu'à travers l'orifice, à travers le trou dans le mur du donjon, il y a un lac. Qu'est-ce que ça disait? Parce que je l'ai déjà fait, mais je ne me rappelle plus exactement. Il y a un lac qui brille, en fait. Il y a une tour, comme une tour d'ivoire, en fait. Voilà. Il y a un paysage bucolique. Et puis, on voit que sur une partie du mur, en fait, il y a une fresque étrange qui nous montre des buildings, des ponts, peut-être une cité souterraine, en fait, ou quelque chose comme ça, avec 2 figures géantes qui semblent tenir, en fait, comme ça, une figure du soleil. Alors, je l'ai déjà fait cette rencontre, mais je ne me rappelle plus l'effet, donc je vais lire. Il faut tirer les 2 prochaines cartes, et je peux les placer dans n'importe quel ordre, et je peux faire des rencontres dans l'intervalle. Donc, alors, j'aurais préféré gagner un objet plutôt que d'avoir ça, parce que ça me fait quand même un total de 2, 4, 6 points d'expérience en plus, ce qui est pas mal. Donc je vais mettre ça là. Mais l'effet, il est peut-être pas non plus totalement mauvais, hein. Ça nous permet d'optimiser pour avoir un meilleur truc. Donc là, alors ça c'est le feu de camp. C'est pas bloquant le feu de camp ici. Ça permet une fois, quand j'utilise le feu de camp, de regagner des points de vie gratuitement, entre guillemets, enfin grâce au feu de camp, et puis je crois de réinitialiser aussi en fait ma pioche. Je me rappelle plus de l'effet, je l'ai noté là. Ah, par contre, on réinitialise les rencontres monstres, d'accord? Donc les monstres qu'on a vaincus, on enlève les pions, puis il faudra les réaffronter quand on se repose sur le feu de camp. Voilà, donc c'est ça. Donc je pourrais mettre le feu de camp comme ça, par exemple. Ah non, là j'ai pas accès en fait, excusez-moi, là il n'y a pas... Donc je pourrais mettre le feu de camp, ben, ici. Ou même ici pour être sûr en fait. Là on voit pas, alors je vais redézoomer là, pardon. Je disais que j'aurais pu le mettre là.
Mais je pense que là, c'est le plus safe. Et là, comme ça, voilà, y a pas enfin, si je le mets là, je vais mettre des contraintes en fait par rapport aux tuiles que je vais mettre ici, puis j'ai envie d'avoir quelque chose de facile. Donc ça, c'est la première tuile que je pioche. La deuxième, c'est celle-là. Alors, le pouvoir de ça me donne l'avantage de pouvoir intervertir. Donc je pourrais très très bien faire. Alors ça, c'est l'idéal, ce que je viens de piocher, c'est ça. Quoique là, je perds ça. Donc ce serait plutôt mieux de le mettre comme ça, voilà. Je pourrais très très bien poser d'abord celle-là en premier, puis le feu de camp après. Parce que c'était la capacité que me donnait ma rencontre légendaire, voilà. Et puis bon, bah là, il faudrait continuer à jouer, encore faire plein de phases d'exploration, plein de phases de rencontre à nouveau, donc on n'alterne pas ça de façon stricte. Et puis sur les dernières tuiles, les trois dernières, enfin parmi les trois dernières, où il faut mélanger cette tuile-là, donc là elle était au-dessus, ça, c'est la tuile du boss final que j'aurais pu mettre ici si jamais j'ai exploré le reste du donjon. C'est bien d'avoir le feu de camp qui est assez proche du boss final pour pouvoir se reposer avant de le faire. J'aurais tiré une carte ici, j'aurais eu le Phantom Lord, et puis j'aurais dû l'affronter avant de pouvoir passer au niveau suivant. Puis si jamais je le tue, j'aurais pu gagner des habilités, en fait. Et puis monter d'expérience, et donc avoir mon pool de points de vie qui est plus élevé, en fait. Voilà. Donc ça, c'était l'expli party, c'est comme ça que se joue le jeu. Alors, je vais passer à la partie qui m'intéressait le plus, enfin en tout cas ce que j'avais le plus envie de partager avec vous, c'est-à-dire évoquer un petit peu les sentiments que j'ai eus au moment où j'ai reçu ce jeu, où je me suis penché sur ce jeu-là, et puis quand j'ai un petit peu par hasard été informé de sa sortie boutique un petit peu plus tard. Je vais quand même vous donner un avis très superficiel sur certains éléments du jeu, quelques éléments positifs, quelques éléments un petit peu plus négatifs, mais c'est assez superficiel. Pondérer ça par le fait que mon but c'est pas tellement de parler des qualités intrinsèques du jeu. Moi j'y ai joué, j'ai fait plusieurs parties. Je pense que c'est suffisant pour donner déjà un avis même plus complet que ce que je vous donne. Mais pour être totalement franc, j'aime bien quand même aller jusqu'au bout de ce que peut proposer un jeu avant de donner un vrai feedback. Et là, j'ai fait plusieurs parties. Mais j'ai pas parcouru tous les trois biomes et tué l'entité finale en fait. Voilà, je suis pas allé jusque là. Donc je vais rester très superficiel. Voilà, il faut pondérer ça. Donc parmi les éléments qui m'ont un petit peu moins plu, je pense qu'il y a le système de combat que je trouve pas forcément très subtil, pas forcément très fin. Le fait d'avoir des cartes pour opposer les, pas des cartes à la place de jet de dés, enfin voilà, le fait d'avoir tous les composants qui sont à la base de cartes, c'est ça, pourquoi pas, c'est assez sympa, mais en choisissant des cartes qui sont fortes, on augmente nos chances de faire des dégâts. Par contre, la contre-attaque, si jamais on a joué une carte qui est faible, on inflige, si jamais on perd le combat, on a plus de chances d'infliger des coups de contre-attaque. Donc effectivement, on pourrait dire on est tiraillé entre le fait de jouer des cartes fortes pour gagner une baston, ou il y a des cartes faibles pour infliger en fait un coup de contre-attaque qui est important. Et ce qui peut paraître comme une prise de décision intéressante, moi je trouve que c'est un petit peu biaisé parce que tant qu'à faire, autant maximiser nos chances de gagner un combat en fait. Et donc pratiquement on joue chaque fois les cartes les plus fortes qu'on a en main. Donc il n'y a pas vraiment de prise de décision intéressante. Peut-être que quand on a nos points de vie qui sont assez faibles, à ce moment-là, il faut être un petit peu prudent parce que si nous-mêmes on se prend des contre-attaques, on peut se prendre. Enfin voilà, il peut y avoir peut-être des situations où on a des points de vie qui sont très faibles de notre côté ou du côté des ennemis. Et puis on a vu des cartes déjà passer, on connaît bien son deck, peut-être que là ça joue, mais pour moi globalement on a quand même intérêt à maximiser tout le temps notre attaque. Et je pense que ce système de combat, il a été... Enfin, moi, j'ai l'impression comme ça qu'il a été pondu par l'auteur et qui marche bien. Peut-être, il a essayé peut-être différentes variantes, mais finalement, il s'est dit, là, ça a l'air de pas trop mal marcher. Et puis, effectivement, ça fait le taf, en fait. Ça marche pas trop mal. Mais c'est pas comme s'il y avait un vrai modèle statistique qu'il avait créé pour voir vraiment si jamais c'était subtil, si c'était cohérent et si...
Bah voilà quoi, enfin en plus les cartes qu'on va améliorer dans notre deck, elles sont chaque fois, on a intérêt plutôt à prendre des cartes plus fortes en fait, nos cartes actions, donc je trouve il est pas très malin en fait, il est pas très fin dans sa résolution, c'est assez basique. On a tout le temps tendance, je trouve, à maximiser en fait les cartes qu'on va mettre, donc pas beaucoup de prise de décision, voilà. Je pense qu'il aurait fallu avoir un modèle un petit peu plus subtil en termes de chance de résolution et puis de contre, voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le jeu, il peut être déroulé de façon très très mécanique. Donc là, à nouveau, sans trop de prise de décision. Si on ne fait pas attention à un certain nombre de règles, je crois que je les ai évoquées pendant l'expli party, et je ne sais plus si elles sont comme ça dans le livre de règles, parce que le livre de règles, il y a une version 1, il y a une version 1.1. Bon, moi je m'étais fait une aide de jeu, je crois que ma première partie je l'avais pas joué tout à fait comme ça, c'est pour ça que je suis pas très très sûr si c'est moi qui avais mal interprété les règles ou fait une erreur. Mais en tous les cas, je pense que en ce qui concerne la progression dans les tuiles, il faut vraiment se limiter à se dire si jamais j'ai un point une rencontre bloquante, je peux pas aller plus loin. Donc pareil, si jamais j'ai peur, je peux pas aller plus loin quand bien même en fait je peux poser une tuile parce qu'en termes de frontières ça marche, etc. Et puis ça c'est vraiment important de se borner, d'avoir cette contrainte-là, parce que sinon on peut déployer toute la map, en fait, faire toute l'exploration, puis après bah, on dépense juste deux ou trois clés, puis on fait les rencontres. Donc ça, je sais pas si c'est bien explicité comme ça dans le livre de règles, je me rappelle plus, mais il faut jouer comme ça en fait. Je pense que ça, à mon avis, ça a dû être prévu comme ça, sinon on perd vraiment beaucoup de challenge. Je pense qu'il faut également, je crois que c'est explicité comme ça dans le livre de règles, mais je préfère le préciser, le fait d'avoir des rencontres légendaires, pas pouvoir en faire plus d'une par niveau. C'est-à-dire quand on prend le niveau 1, le type de puzzle 1, enfin de nœud 1 ou 2 ou 3, voilà, il ne faut pas en faire plus pour le niveau de 1 pour le niveau 1, plus de 1 pour le niveau 2, etc. Ça c'est une contrainte qu'il faut se fixer. Et puis je crois qu'il y avait encore une ou deux contraintes que j'évoquais pendant l'expi party. Donc il faut se fixer un petit peu ces contraintes-là. Je ne sais pas si elles sont bien explicitées dans le livre de règles, parce que bah justement, ça permet d'avoir un jeu qui est un petit peu plus challenge, avec un peu plus de décision entre le moment où on va explorer, décider de débloquer des accès ou bien faire des rencontres. Sinon, on déroule le jeu de façon un petit peu trop mécanique. Un autre point qui m'a un petit peu déçu, bah, c'est le livre de règles lui-même. Là, je fais exprès de ne pas ouvrir la boîte, vous allez comprendre pourquoi en fait, hein. Là, normalement, j'ai des éléments pour vous montrer un petit peu quand je fais ce genre de truc. Pour l'instant, je vous montre que la boîte, c'est totalement voulu. C'est le livre de règles, je trouve qu'il n'est pas super bien rédigé. C'est autant au niveau de la rédaction que la façon dont il est structuré, que bah, enfin, la quantité d'informations qui est donnée, c'est-à-dire il aurait mérité d'être plus synthétique. Donc moi j'ai fait une aide de jeu, j'avais fait une aide de jeu que je vais mettre en lien dans cette vidéo. Cette aide de jeu, je pense qu'elle synthétise. Alors, c'est une aide de jeu, c'est pas un résumé du livre de règles, d'accord? Mais en 2 pages, je pense que j'ai à peu près 80 ouais, 90% même, 90% des règles. Et quand on voit le livre de règles, enfin, tout ce qu'il y a dedans, comment c'est formulé, franchement, je trouve que c'est pas clair. Voilà, donc ça, c'est les 3 aspects qui me viennent en fait à l'esprit, qui sont les moins enthousiasmants sur ce jeu-là. Pour le côté enthousiasmant, il y a d'abord l'esthétique, qui me rappelle un petit peu des BD européennes que j'avais achetées il y a très longtemps, avec cette touche un petit peu féminine. D'ailleurs, je crois que l'artiste, c'est une... je crois que Marianne... comment est-ce qu'elle s'appelle? Marianne Churchland, je crois que c'est une femme en fait. Ce côté un petit peu justement européen, qu'on n'a peut-être pas BD européen comme ça, avec cet ancrage un petit peu au feutre, parfois qui donne une impression un petit peu aquarellée. Euh, on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans des jeux, en tout cas pas moi, et puis je trouve ça assez rafraîchissant, je trouve ça... bah, c'est différent, c'est vrai, moi j'aime bien en fait le parti pris, les parties pris graphiques, la direction artistique, elle est plutôt chouette en fait. Et puis ensuite sur le jeu lui-même, je trouve que c'est un jeu qui est très facile à dérouler. Une fois qu'on connaît les règles, enfin appréhender peut-être les premières minutes où il faut lire les règles, c'est pas très très facile, c'est pas forcément évident, mais là si vous prenez mon aide de jeu et puis vous lisez les règles, je pense que ça ira peut-être mieux. Et une fois qu'on fait une première partie et puis qu'on a soulevé quelques interrogations, on fait quelques allers-retours avec les règles, là après ça se déroule de façon très fluide. Le jeu il est très fluide. Il n'est pas si long que ça à mettre en place en fait. Il prend de la place, mais il n'est pas si long que ça à mettre en place. Et puis je pense que
Si vous ne faites pas de partie pendant un certain temps et que vous y revenez à nouveau, peut-être avec mon aide de jeu qui facilite la chose, je pense qu'on peut s'y replonger sans problème avec très très peu d'interrogations par rapport aux dernières parties qu'on a faites. Donc ça, c'est très très cool. C'est un jeu qui est accessible, fluide. Et puis, mine de rien, ben, il est assez plaisant en fait, je trouve, à jouer. Si jamais je devais donner un avis purement sur le côté gameplay, moi, j'aurais un avis qui est plutôt positif. Et pour tout vous dire, je préfère même, enfin, je me suis même plus amusé à faire ce jeu-là, enfin, à jouer à quelques parties de ce jeu-là, qu'à certains jeux que je possède qui sont peut-être un peu plus réputés en fait. Euh, et que parfois je trouve tout aussi bien, mais parfois je me suis vraiment dit, ah ouais, mais celui-là, limite, je préfère en fait. Donc, plutôt un avis quand même, globalement, qui est positif sur le jeu, je vous avoue. Maintenant, voilà, ceci étant dit, c'est pas ce qui m'a amené faire cette vidéo là. Je peux juste rajouter deux choses. C'est que si jamais j'ai deux interrogations, ça concerne peut-être enfin deux points d'attention. Le premier point d'attention, c'est qu'il est en anglais. Alors il y a un livre de règles en français, c'est la version 1.0. La version 1.1, elle n'a pas été traduite en français. Mais si vous lisez la 1.0 en français et que vous allez regarder mon aide de jeu pour soulever peut-être des interrogations, ou comme je vais à l'essentiel dans mon aide de jeu, je pense que vous arrivez à vous en sortir sans problème. Donc de ce côté-là, c'est bon. Néanmoins, les versions, enfin, les versions du livre de règles dans différentes langues, elles devaient être, je crois, localisées par une communauté, enfin par des fans, on va dire. Et puis il y en a qui sont allés jusqu'au bout, il y en a d'autres qui se sont désistés. Puis il y en a d'autres qui ont fait une version, enfin il y en a qui ont fait une version 1.0 qui a été publiée pendant la campagne, puis après ben, il n'y a pas eu d'autres versions, on va dire. Donc il n'y a pas eu de version améliorée, mais en même temps il n'y avait pas de deal concret, je pense, entre l'auteur et puis les différents fans qu'on traduit. Bon voilà, donc là on est forcément. C'est un peu le risque hein, d'annoncer des versions, des langues en fait, au format PDF de livre de règles, et puis d'être tributaire d'une personne en fait qui fait pas ça en professionnel, de façon professionnelle, on va dire, qui traduit les règles de façon bénévole, ben voilà, on n'a pas la garantie qu'elle aille jusqu'au bout du travail en fait, parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc voilà, maintenant sur les cartes, il y a très peu de mots en anglais, il y a très très peu de phrases en anglais, donc c'est pas un point bloquant, mais voilà, c'est un premier point d'attention, il est en anglais. Mais il y a très très peu de texte en anglais sur les cartes, et puis avec la version 1.0 des règles et puis mon aide de jeu, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais bon, voilà, il n'est pas localisé complètement en français. Le deuxième point d'attention, où je ne pourrais pas donner vraiment un avis, c'est concernant la rejouabilité. Je pense que le jeu, il est rejouable, même si on est allé jusqu'au bout, parce qu'il y a différents boss de fin de niveau, et qu'on va pas tout le temps prendre les mêmes, parce que forcément la configuration du donjon elle est un petit peu différente. Maintenant les rencontres, après avoir fait quelques parties, vous allez très très vite retomber sur les mêmes, que ce soit les curiosités, ou bien les rencontres légendaires, très très vite en fait on apprend à connaître celles qui existent. Je dirais que comme ça, mon impression c'est que si jamais on aime vraiment le jeu, pour autant qu'on n'enchaîne pas les parties, sauf peut-être au début quand on reçoit la boîte, enfin quand vous achetez le jeu, parce que là vous avez envie d'éprouver un petit peu le jeu, puis c'est la découverte, etc. Si par la suite vous y jouez un petit peu plus irrégulièrement, je pense qu'il y aura toujours en fait ce plaisir de jouer, quand bien même vous êtes allé assez loin, ou même si vous avez terminé le jeu, en prenant des héros multiclassés, par exemple, ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a assez de variété pour pouvoir... en tout cas, techniquement, il est rejouable, mais je pense qu'il y a assez de variété pour qu'il y ait assez d'intérêt à être rejoué. Bon, après, je ne sais pas où fixer le curseur, c'est un point d'attention, mais je pense que j'ai l'impression que c'est assez ok de ce côté-là. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qui a motivé de faire cette vidéo-là. Et pour ça, ben, je vais vous expliquer pourquoi j'ai backé ce jeu-là. J'ai backé ce jeu-là pour deux raisons. Et en fait, ces deux raisons, elles sont vraiment elles ont vraiment le même poids. La première raison, c'était le jeu en lui-même, le type de jeu, avoir une sorte de dungeon crawler, on va dire, mais avec un côté un petit peu dungeon quest, comme je l'ai évoqué,
Moi, c'était quelque chose qui me plaisait, avec le côté un petit puzzle, le côté un peu puzzle en fait, au niveau de la pose de tuiles, qui rappelle justement peut-être des Isle of Sky ou des Carcassonne. Avoir ce mélange de genres en fait, ce mélange de styles dans un jeu d'exploration de donjons, le tout avec des cartes, hein, avec cette esthétique-là, c'est quelque chose qui me séduisait. Donc le jeu en lui-même, il me semblait intéressant. C'est un jeu sur Kickstarter, je crois qu'il était à 30 balles. Donc c'était un petit jeu 1-2. Enfin, il était présenté comme un jeu 1D, donc il y a un auteur et une illustratrice. Et donc il a vraiment un côté, ça se voit en fait, hein, dans ce qu'il propose en termes d'ambition. C'est un jeu qui est fait par... Alors, il y a des personnes qui, toutes seules, ont fait des Gloomhaven, mais on n'est pas sur cette échelle, en fait. Là vraiment, on est sur une proposition qui est un jeu... J'ai pas envie de dire petit jeu, parce que ça peut être réducteur, mais un jeu avec une proposition, avec un contenu qui est plus réduit. Voilà, un contenu qui est un peu plus petit. Et quand je parle de contenu, c'est en termes de matériel et en termes de gameplay. Je dissocie pas les deux, d'accord? Dorénavant, quand je parlerai de proposition, d'ambition du jeu, de contenu du jeu, ce sera aussi bien en fait le matériel que le gameplay. Donc un jeu indé avec un contenu, avec une ambition en fait assez réduite, quelque chose à petite échelle. Et moi, je m'étais intéressé au jeu pendant la campagne, mais forcément l'investissement que j'ai pour aller prendre de l'information, il est proportionnel à l'investissement que je vais avoir quand je vais recevoir le jeu. Donc je ne vais pas autant me renseigner sur un jeu de cette dimension-là qui va me coûter 30 balles que sur un gros Kickstarter, où là forcément il y a plus d'investissement financier, puis après en termes d'heures de jeu, etc. Donc moi je m'étais un petit peu renseigné, le jeu m'intéressait, puis après je me disais, bon bah voilà, j'ai pas tout regardé, mais je découvrais, puis on verra si ça me plaît. De ce côté-là, j'ai eu de la chance, ça m'a plutôt plu. Et puis l'autre côté qui m'a fait baquer le jeu, c'était justement le fait que ce soit un jeu indé et un petit jeu entre guillemets. Alors pas petit comme un One Deck Dungeon, mais petit comme d'autres jeux par exemple. Alors moi j'ai ici cette Watch. Donc, moi j'ai baqué ça cette année, Sword of the Coin, et puis on a d'autres en fait. Voilà, moi je m'attendais à un jeu qui a à peu près cette ambition-là, ce contenu-là. C'est-à-dire un jeu avec, voilà, en termes de matériel, en termes de gameplay, quelque chose qui est quand même assez fourni, mais qui n'a pas la dimension d'un, je sais pas, je me tourne à gauche, d'un Tainted Grail ou bien d'un Demeure de l'épouvante, enfin j'en sais rien, enfin bref, peu importe, je regardais ma ludothèque, des éléments qui étaient posés pas très loin. Et ça a été un élément très important pour me faire baquer ce jeu-là. Le fait que ce soit à la base, je me suis dit, c'est une petite boîte, c'est un jeu indé, et puis moi justement, j'ai acheté plutôt des jeux comme ça, des jeux avec des jeux un peu plus petits au cours de ces derniers mois, autant sur Kickstarter qu'en boutique. En boutique, j'ai dû acheter un ou deux gros jeux, et sur Kickstarter, je pense que sur ces 2 dernières années, j'ai dû baquer que gros jeux que Mythic Battle Ragnarok, je crois que c'est tout. J'ai encore un ou deux Kickstarter qui doivent arriver, qui sont volumineux, mais que j'avais baqué avant en fait. Donc ma volonté c'était d'acheter des jeux plus petits ces derniers temps, et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais la volonté de faire ça pour ce jeu-là, et c'est pour ça que j'ai baqué ce jeu-là. Un élément très important, c'est que je voulais avoir un jeu qui était de la dimension d'un jeu indé un petit peu plus petit en fait. Et puis quand j'ai reçu la boîte, j'ai reçu un truc comme ça, quoi. Et j'avais vu déjà une news qui disait, mais ouais, moi je pense que la boîte elle sera un peu plus grande pendant la campagne parce qu'il y a un peu plus de contenu, etc. Ça m'avait déjà un peu inquiété, mais moi je m'attendais à recevoir quelque chose qui a cette taille-là. Regardez, ça c'est Under Falling Skies. Je pense que ces deux jeux-là, en termes de proposition, à nouveau, proposition matérielle et gameplay, ils sont à peu près sur la même échelle. C'est-à-dire que là, c'est une boîte qui est vraiment bien remplie, avec beaucoup de matos. On peut y jouer solo. Alors celui-là, on peut y jouer solo à plusieurs, de 1 à 3. Moi, je pense que si vous y jouez solo avec un aventurier, c'est top pour commencer. Puis après, vous pouvez prendre 2 aventuriers, puis jouer à 2, chacun avec un aventurier, c'est bien aussi. Mais voilà, c'est à peu près sur la même échelle, en fait. Et moi, je me suis dit, je vais recevoir un jeu qui a la même... Ce jeu-là, il aura à peu près la même dimension. La boîte aura à peu près la même dimension. Et pour tout vous dire,
ce jeu-là, il aurait vraiment, dans ma ludothèque, il aurait carrément remplacé celui-là. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté il y a à peu près 1 an et demi. Je voulais en faire une revue, parce que moi, j'ai un avis un petit peu plus mesuré sur ce jeu-là, quand bien même, je pense qu'objectivement, c'est un très très bon jeu. Je voulais donner un avis un petit peu plus mesuré. Peut-être que je ferai ma revue prochainement. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et je voulais revendre celui-là, par exemple. Peut-être, voilà, revendre ce jeu-là, ou le donner, ou j'en sais rien. Et puis celui-là, il aurait pris cette place-là. Regardez la différence, en fait. Et en fait, ce jeu-là, alors maintenant je vais ouvrir la boîte, d'accord, je vais faire ce que j'ai pas fait. Là, on a un livre de règles, regardez la taille du livre de règles. J'ai jamais vu ça, on aurait dit en fait une sorte de menu qu'on avait dans les hôtels ou dans les vieux restaurants, en fait, dans les années de la poire. Alors déjà, je vous ai dit qu'il y avait plein de règles pour un jeu qui finalement est très très simple à jouer. Je vous ai pas menti. Hein. Alors c'est bien d'avoir des exemples et des illustrations. Hein. Ça je dis pas, hein, mais ça n'empêche pas que le jeu, le livre de règles est quand même très très mal foutu. Donc on a un livre de règles énorme, enfin super énorme. Et là vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a rien du tout. Le jeu, en termes de contenu, il prend à peu près ça en ferme. Enfin, je pense que c'est un tiers de la boîte. Voilà, et puis si vous slivez vos cartes, et je vois vraiment pas l'intérêt de sliver les cartes de ce jeu-là, à la limite peut-être les cartes accents qu'on mélange, et encore, je trouve que pour ce genre de jeu, c'est vraiment surfait, quoi. Et ben, ça vous prendra peut-être un petit peu plus. Mais bon, enfin, c'est même pas 50% de la boîte, quoi. Donc, et même si vous slivez, j'ai vu des images, en fait, sur le net, hein, si vous slivez vos cartes, vous avez encore du jeu, en fait, dans les espaces. C'est-à-dire que même comme ça, en fait, de toute façon, il y a plein de vides, et si vous slivez, en fait, c'est... enfin bref, c'est une absurdité totale. Ça prend énormément de place. Et moi, quand j'ai reçu ce truc-là, je vous ai dit, ma première réaction, ça a été de me dire, mais j'ai même pas envie d'ouvrir ce jeu-là. J'ai même pas envie de regarder ce jeu, j'ai même pas envie d'y jouer. Ça me donnait vraiment pas envie. Je me suis dit, mais moi, un truc de cette taille-là, avec cette proposition-là, j'ai pas la place pour ça dans ma ludothèque, je vais tout de suite le refourguer, ou j'en sais rien du tout. Je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment pas eu envie de jouer au moment où j'ai reçu un jeu. Il y a parfois, j'ai envie de jouer, je peux pas le faire tout de suite, d'accord, parce que bon, en termes d'agenda, il y a des jeux qui sont décalés, puis je reçois des choses en même temps, peu importe. Mais là, j'avais vraiment pas envie d'y jouer. Et puis, je l'ai mis dans une armoire, et il est resté des mois dans une armoire. Et puis après, il y a eu la sortie boutique. Et à un moment, je suis notifié d'une sortie boutique sur un site en ligne assez connu. Et moi, ce jeu-là, je l'ai backé pour 30 balles. Alors moi, dans les revues que je fais, je ne parle pas du prix, si c'est trop cher ou pas cher. Ou c'est très très rare que j'évoque ça. Parfois, ça peut être un point d'attention. Mais à mon avis, quand on commence à évoquer comme point négatif ou point positif le prix, c'est qu'on n'a pas forcément des choses plus intéressantes à dire sur un jeu, et c'est bien dommage. Parce que je pense que chaque personne qui va acheter un jeu, la moindre des choses, c'est d'aller regarder le prix avant de l'acheter. Donc je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo-là, vous êtes assez malins pour aller regarder le prix d'un jeu avant de l'acheter et pas le commander au hasard. Donc mon but, c'est pas de dire que c'est trop cher, c'est pas cher. C'est pas sur cet axe-là que je veux me positionner. Mais quand j'ai vu le jeu être proposé à 70 balles ou 80 balles sur certains sites, parce qu'après je suis allé regarder sur d'autres sites, voir à quel prix il était proposé, je me suis dit, pas juste qu'il était trop cher, je me suis dit que, en termes de proposition, il pouvait y avoir une forme de confusion, je dis confusion pour être poli, sur les acheteurs. Parce que quand on a une grosse boîte comme ça, et que on voit un petit peu ce qu'il y a au dos. On voit qu'il y a beaucoup de cartes en fait, 144 machin truc chouette, 162 cartes tarot, etc. etc. On pourrait se dire que ce jeu-là, la proposition de ce jeu-là, elle est plus ambitieuse en termes de contenu, donc contenu, gameplay et matériel, les deux, d'accord. Elle est plus ambitieuse qu'elle n'y paraît en regardant cette boîte. Et moi, je pense que ça peut induire en erreur certaines personnes qui, tout d'un coup, se retrouvent un petit peu intéressées par ce jeu-là. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'avis, en fait, je crois, sur ce jeu-là, sur Internet. Hein. Je ne suis pas allé regarder, mais
Je sais pas si j'avais regardé un moment, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'avis. Enfin, j'aurais peut-être dû revérifier. Peut-être qu'entre-temps, il y a plus de revues, mais là, comme ça, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Et imaginez, vous avez un jeu comme celui-là, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, les mâchoires du lion. Regardez la taille de la boîte des mâchoires du lion. Ça, c'est une boîte, mais qui est... enfin, je vous l'ai déjà montré, c'est pas la peine que je refasse la totale. Donc, il y a les livrets, les autocollants, les compteurs, la map de la ville Havre-Nuit. Puis on a tout qui est bien rangé, bim, bim, bim. Enfin, on a tout, quoi. La totale, on a un insert. Alors, à la limite, certains diront c'est peut-être presque un peu trop limite, parce que si vous voulez sliver en fait vos cartes, là, c'est foutu. Mais bon, peu importe. Ça, en termes d'ambition, en termes de contenu, en termes de proposition, c'est pas un jeu, c'est même pas que c'est pas un jeu indé, c'est même pas un jeu moyen en fait, avec une portée moyenne ou un peu plus petite en fait. C'est pas un jeu qui a la même portée que celui-là en fait. Sans vouloir dénigrer l'ambition de ce jeu, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que ça, c'est un jeu, j'ai envie de dire, standard. Et encore standard parce qu'il n'y a qu'une seule boîte et il n'y a pas 1 million d'extensions, d'accord. Mais standard pour un Ameritrasher, c'est quelque chose j'ai déjà de gros pour peut-être pour un joueur qui fait des cubes en bois enfin qui joue à des cubes en bois ou à des party games ou à des jeux familiaux très accessibles, je sais pas. Hein. Ça c'est un gros truc. Il y a plein de scénarios, enfin il y a vraiment beaucoup de contenu quoi. C'est pas du tout la même portée. Ça, une boîte de cette taille-là, pour un jeu qui a cette ambition-là, en plus vendu plus cher que celui-là, à nouveau, je dis pas si c'est trop cher ou pas cher, c'est juste en fait ce que ça peut induire chez l'acheteur en fait comme sentiment quoi. Ça c'est 60 balles, ça c'est 70 ou 80 balles. Moi je vois très très bien une personne se pointer dans une boutique et puis acheter ce jeu-là à 60 balles parce qu'elle veut un truc de cette dimension-là, puis elle se trompe en fait finalement, elle a un jeu qui est beaucoup trop simple. Je pense pas qu'il y ait une volonté de vouloir arnaquer en fait. Vraiment, je pense pas, parce que c'est vraiment un jeu indé fait par une personne, et puis elle était assez fière de sa boîte, etc. Après, il y a les boutiques qui le vendent à un prix délirant. Bon, bah ça, je vais même pas porter de jugement là-dessus. Moi, je trouve que c'est délirant, mais chacun, en fait, a son porte-monnaie, son salaire, etc. Chacun va juger. C'est pour ça que je vais pas beaucoup plus dans le détail concernant le prix des jeux. Enfin, je m'attarde pas là-dessus. C'est chacun peut porter un jugement, mais cette solution-là, elle est totalement absurde en fait. Les frais de port et tout, ça prend de la place. C'est juste pas du tout pratique, quoi. C'est totalement débile. Comment est-ce qu'on peut faire une erreur pareille, quoi? Je veux bien que quand on soit seul, on n'a peut-être pas de retour à côté, on fait des erreurs quand on crée un jeu, etc., etc. Là, les critiques que j'ai faites, faut les mettre en perspective avec ça, en fait. Autant les critiques que les points positifs du jeu. C'est-à-dire que c'est sûr que quand je critique un jeu comme celui-là, eh ben, si jamais à un moment je dis qu'en termes des combats, il y a des lacunes ou des machins, c'est beaucoup plus impactant sur un jeu qui a cette dimension-là que celui-là. Voilà. Celui-là, il faut mettre en perspective ce que je dis avec le fait que c'est un jeu indé, quoi. Mais là, quand on voit cette boîte-là, en fait, ben, tout de suite, on a une déformation, quoi. Notre perception, elle est plus celle d'un jeu indé, en fait. Il y a un problème, quoi. Et puis moi, la place, c'est un élément qui est très important. Je comprends pas, en fait. Ça m'a vraiment pas donné envie de jouer à ce jeu-là. J'ai pas compris, en fait, le prix qu'on avait sur différents sites. Et puis après, je suis allé voir, j'ai vu qu'il y avait quand même des sites qui le proposaient à 40 ou 50 balles. Avec les frais de port, parce que c'était souvent des sites qui étaient en Angleterre ou en Allemagne, je pense qu'on arrive quand même à 60 balles. C'est-à-dire, de toute façon, je crois que j'ai vu aucune offre intéressante de ce jeu-là qui était moins cher que celui-là. Je piche pas, en fait. Vraiment, je piche pas. C'est totalement débile. La personne, elle a dit qu'elle allait peut-être faire un reprint de ce jeu-là il n'y a pas très longtemps, j'ai vu cette annonce. Je suis allé lire les news pour le coup sur Kickstarter, et je crois qu'à peu près unanimement, tous les gens trouvent que cette boîte, elle est ridicule. Et pour certains, c'est même carrément un élément bloquant. C'est-à-dire que j'ai lu certains feedbacks qui ont dit mais moi j'ai même pas envie d'y jouer. J'ai reçu la boîte, en fait c'est tellement ridicule que je le bazarde ou je le refile. Moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me pencher sur ce jeu-là, et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le bazarde, ou est-ce que
Je le vends ou est-ce que je lui donne sa chance en fait? Et c'était quand même un petit peu dommage de ne pas lui donner sa chance. Je me suis dit, mais attends, faut quand même... Et j'ai dû me motiver, me motiver. Je m'étais dit, mais je vais pas garder cette boîte-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la découper en fait, pour en faire une autre boîte plus petite, mais c'était chiant, j'allais passer du temps. Puis finalement, je me suis dit que j'allais ranger ça dans une autre boîte, et je vais vous montrer. J'ai rangé tout ça, donc tout ça, hein, regardez un peu, ça rentre là-dedans. Ça, c'est une petite boîte d'extension de Markin Arcana. Je me suis dit que j'allais imprimer, je ne l'ai toujours pas fait, des images là-dessus. Puis je vais coller les carrés comme ça dessus, juste le carré, je vais coller ça, d'accord? Et puis je vais faire ça en fait sur les côtés, voilà. Soit j'y imprimerai sur des étiquettes, et puis j'y collerai. Et puis ça me fera une boîte customisée, parce que Markin Arcana, en fait, on range tout dans la boîte de base. Et tout tient là-dessus, en fait. Donc ça, c'est mon aide de jeu. Ça, c'est les persos. Ça, les trucs pour sauvegarder, parce qu'en fait, les parties, elles sont... Alors ça, je ne l'ai pas dit, les parties, elles sont quand même assez longues si vous voulez tout dérouler, tous les biomes. Si vous jouez juste un biome, ça va, mais faire les 3 biomes et aller jusqu'au bout, ça prend pas mal de temps, donc il y a des fiches de sauvegarde. Donc là, il y a toutes les cartes action, par exemple. Là, il y a toutes les cartes d'exploration des 3 environnements. Là, il y a les... puis là-dessous, il y a les 2 autres paquets, en fait, voilà, quoi. Des 2 autres environnements, les cartes de rencontre, quoi. Tout tient là-dedans, en fait. Pas besoin d'aller plus loin. Je comprends pas. Vous voyez, tout tient là-dedans. C'est nickel. C'est même pas serré, en fait. C'est même pas serré, quoi. Tout tient là-dedans. C'est ça que j'aurais voulu recevoir, en fait. Et c'est quand je me suis dit que je pouvais tout mettre dans cette boîte-là, ou dans une boîte comme ça, je me suis dit, ok, ben, je vais pouvoir le garder comme ça, que je me suis intéressé au jeu et que j'ai essayé d'y jouer et que j'ai fait plusieurs parties, que je me suis dit, mais finalement, ce jeu-là, il est pas si mal, quoi. Et là, je vous avoue, le fait qu'il y ait un nouveau Kickstarter avec des extensions, des nouveaux environnements, avec une boîte plus petite en plus, le mec il a dit mais je vais proposer une boîte plus petite pour que les anciens ils puissent éventuellement commander la boîte, ou bien pour les nouveaux et une boîte plus petite, parce que s'est rendu compte que c'était totalement stupide en fait de faire ça. Ça m'a un petit peu dégoûté en fait. Et c'est dommage pour lui parce que moi j'avais envie de soutenir un projet indé, d'un jeu qui est assez sympa, qui est assez joli, assez rafraîchissant quand même s'il n'est pas parfait, il est quand même vraiment sympa. Cet aspect-là du rangement, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est à ne pas négliger de la part des éditeurs. Ça, c'est le top. Le jeu est génial de A à Z. La production est géniale, le jeu est génial, et puis le travail d'édition est génial. Bon sang, faut pas négliger le travail d'édition quand même, quoi. Puis il faut pas essayer d'avoir les plus belles figues, les plus gros machins. Faut que le jeu soit cohérent et puis qu'il faut arrêter de faire des trucs qui prennent plein de place parce que ça rime à rien du tout, quoi. J'ai envie de rendre hommage à ce jeu-là. Pourquoi? Parce que ce jeu-là, j'en avais parlé, je crois, il y a 2 ans, au moment où je l'avais acheté. Donc c'est Mysterium Park, rien à voir. Je profite de cette occasion pour rendre hommage au travail d'édition, qui est un des plus beaux travaux d'édition qui a été fait à mon avis. Et j'avais dit une fois que je voulais parler en fin d'année de ce jeu-là, si jamais, pour faire une vidéo sur un jeu, enfin sur une liste de jeux familiaux à jouer pendant les fêtes. Et je ne l'ai jamais fait cette vidéo. Et c'est ce jeu-là qui à l'époque m'avait motivé à faire cette vidéo-là. Moi j'ai Mysterium que je trouve déjà très très bien. Mysterium il a un gros défaut, c'est la mise en place. Surtout pour des personnes qui n'ont jamais fait le fantôme, ça peut être un petit peu compliqué. Cette version-là, elle garde complètement l'essence de Mysterium. C'est une version un petit peu plus réduite, un petit peu plus simple à jouer, mais vraiment l'esprit du jeu, il est là-dedans, on ne perd rien du tout par rapport à la boîte de base. Et donc moi je connaissais déjà Mysterium, et quand j'ai ouvert cette boîte-là, je ne sais pas, il y a peut-être 2 ans, ou 2 ans ou 3 ans, je ne sais même plus en fait, quand je l'ai acheté, j'ai eu un gros sourire en fait. J'ai vraiment eu du plaisir en fait en voyant cette boîte là. Regardez, c'est tout petit. Il y a ça en fait, on va poser ça, on pose les différentes cartes. Il y a les supports, il y a les cartes vision qui sont ici, tac tac tac. Ça c'est des éléments qu'on avait déjà dans la boîte de base de Mysterium, les jetons à joueurs. Et puis regardez en fait le thermoformage il est de qualité, puis dessous il y a encore en fait du thermoformage pour mettre les différents jetons. Et puis même sous les cartes vision là, il y en a aussi. Là je sais pas si on voit plus là. Voilà. Enfin ça,
Moi, je regarde pas les prix des différents festivals, machin, truc chouette, je m'en fous complètement. Je suis jamais les différents festivals, meilleur jeu machin, meilleur truc, je m'en fous. Par contre, je crois qu'il n'y a pas un prix, au lieu d'avoir le prix meilleur jeu expert ou meilleur jeu enfant ou machin, qui ne veut rien dire. Il devrait y avoir un prix du jury, genre c'est celui qu'on préfère, et un prix concernant des éléments objectifs comme le travail d'édition, quoi. Pour récompenser des trucs comme ça et pour mettre la lumière sur ces aspects-là, pour que les éditeurs, en fait, justement, se concentrent un peu plus là-dessus. Parce que ça, c'est franchement la classe, quoi. Euh, bravo. Bravo Libellule, c'est vraiment beau. Voilà, je profite de cette vidéo pour faire quelque chose, pour rendre un hommage que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et puis il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire cette semaine, j'ai reçu ça. Donc moi j'ai backé ce jeu-là, il est dispo en boutique, c'est la version française de Too Many Bones. Alors à la base, Too Many Bones, dans sa version anglaise, c'est une méga boîte. Parce qu'elle devait incorporer des extensions, des gearlocks en plus, etc. Machin. Depuis, avec toutes les extensions, toutes les campagnes Too Many Bones, ils ont fait un truc qu'on appelle le Trove Chest. C'est une sorte de grosse boîte qui rentre dans un Kallax Ikea, qui est certes une grosse boîte, mais quand même optimisée. Donc je peux pas dire que c'est trop gros ou c'est mal foutu. Alors c'est un jeu qui est surproduit, largement trop surproduit. Moi, au lieu d'avoir des tapis néoprène, d'avoir des trucs en carton double face, enfin double épaisseur, ce serait parfait. Les chips, si jamais sont s'ils étaient un peu de moins bonne qualité, les chips de poker qu'on a dans le jeu, même si c'est leur truc, typiquement comme ceux des points de vie, s'ils auraient été tous de cette qualité, ça m'irait très bien. Même les trucs en carton, ça m'irait très bien. Il est largement trop surproduit ce jeu-là. J'ai pas besoin de cette qualité-là pour jouer un jeu, carrément pas. Mais là, ce que je veux soulever, en dehors de ça, c'est le fait, à un moment, d'avoir dit, bon, bah, comme on a le Trove Chest maintenant, pour les nouvelles réimpressions, et notamment la version française, eh ben, on va faire ce qu'on appelle une baby box. Regardez-moi ça. Vous avez un livre de règles, les 2 paquets de cartes, les 2 boîtes de dés qui sont là, les chips, et puis en bas, il y a les fiches de gearlock et puis les différents tapis néoprène. Je vais pas tout vous déballer, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais bon sang, quoi. Là, on sent que les mecs, ils ont quand même réfléchi, quoi. Et puis je pense que c'était pas juste du bon sens de faire une boîte comme ça. Je pense que c'était aussi parce que économiquement, maintenant, quand il va falloir mettre des boîtes dans des containers, ça a du sens d'avoir quelque chose où c'est un petit peu plus optimisé. Enfin, tout le monde y gagne. Donc bravo pour ça, en fait. Moi, je suis content d'avoir reçu ce jeu avec beaucoup de retard, parce que à la place d'avoir une grosse boîte, en fait, j'ai eu cette baby box, comme tous les backers français. Maintenant, il vient de sortir en boutique. Super jeu, très cher, parce que surproduit. Mais voilà, en termes d'espace, franchement, je vous remontre ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo-là pour évoquer un petit peu ça, le genre de sentiment qu'on peut avoir quand on reçoit, j'ai enlevé ça, c'est pas l'objectif de la vidéo, quand on reçoit un jeu comme Forgotten Depths, qui pourrait être un premier jeu indé d'un auteur, qui pourrait sortir après d'autres extensions, et puis qui nique tout, en fait, je trouve. Nique tout, excusez-moi des mots, là, je suis un petit peu... qui ruine, en fait, un petit peu l'expérience, en fait, je trouve, même si c'est que de l'emballage. Moi, je vous dis, peut-être que je mets un peu trop l'accent là-dessus, mais allez voir les feedbacks, je pense que c'est un élément qui est vraiment important, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas véhéments sur Kickstarter, comme on peut le voir quand il y a des retards envers certains gros éditeurs, parce qu'il n'y a pas un respect, en fait, en termes de communication, enfin, là, non, là c'était juste les gens, c'était non mais désolé, mais moi c'est trop gros, c'est ridicule, enfin ça me convient pas, je vais pas y jouer. Moi je peux tout à fait comprendre ce genre de réaction parce que j'ai failli être dans la même position avant de me dire bon, je vais ranger tout ça là-dedans, et puis il faut quand même que je teste le jeu, puis au final le jeu il est bien. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'au tout début je disais, je vais vous parler d'un jeu que vous n'allez pas acheter en fait. Parce que je vois pas, même si jamais en fait le jeu il est bien, honnêtement, il viendrait dans cette boîte là. Il coûterait peut-être pas 30 balles comme ce qui a été sur Kickstarter, mais une boîte de cette taille là,
ou même mieux en fait, une boîte de cette taille-là, on va dire un petit peu plus équilibrée en fait en termes de dimension. Ce serait à peu près ça, je pense qu'il sera à peu près aussi, ce sera à peu près aussi lourd, le même contenu, voilà. La même proposition en termes de gameplay. Et ben, il serait vendu au même prix que ce truc-là, en boutique. Là, je vous dirais, bah, franchement, vous pouvez y aller, quoi. Essayez de regarder quelques vidéos, essayez de vous renseigner un petit peu plus, et je pense que ça peut être un candidat, un bon candidat. Là, je vois vraiment pas qui, même si le jeu est bien, aurait envie de l'acheter. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit au tout début, à mon avis, ce jeu-là, même si je vous dis qu'il est bien, vous n'allez pas vouloir l'acheter. Et c'est pour ça que, de toute façon, mon feedback il est assez superficiel sur ce jeu-là, parce que voilà, il y a cette barrière en fait, il y a cette contrainte. Alors il y aura un nouveau Kickstarter avec une boîte plus petite. Bon, peut-être que ça va quand même évoquer votre curiosité, et puis ça va vous donner envie de suivre la prochaine campagne qui arrivera je sais pas quand. Et peut-être que la nouvelle version sortira également en boutique, hein, c'est très possible. Bah voilà, je sais pas quoi rajouter. C'est un petit peu dommage, en fait, je trouve. Je trouve que le jeu aurait mérité quelque chose. Mérité pas ça, en fait. C'est un petit peu dommage, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo elle vous a quand même intéressé, même si jamais c'est forcément un jeu qui va peut-être pas susciter de l'intérêt pour que vous l'achetiez. Et puis bah, moi je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!